Bonjour à tous, alors on va faire des corrections et on va aussi faire quelques améliorations. Alors là j'ai ma liste, donc avec tous les tests que j'ai faits, alors je vous ai fait une petite vidéo juste avant pour vous montrer quelques tests, j'en ai fait beaucoup d'autres, après j'ai fait des corrections, j'ai regardé tout plein de choses, je vous montre tout ce qu'on va faire. Pour commencer, on va faire un répertoire commun et un répertoire par robot actif. Ça c'est très important, comme ça on aura plusieurs robots disponibles et on pourra les travailler et on ne sera pas embêté par les backtests, on ne sera pas embêté par les MT5, MT4, tout sera au même endroit. Vous allez voir, c'est pas mal. Ensuite, alors quand on fait le backtest, il n'y a pas de son. On n'a pas accès au fichier son. De toute façon, il n'y a pas trop d'intérêt. Du coup, il y avait des messages à la con qui apparaissaient dans les logs. J'ai fait en sorte qu'on n'ait plus ces messages. Ensuite, les heures. Alors là, les heures. Très gros problème, j'ai eu des très gros problèmes. Et j'ai fait un choix. Donc, on va gérer les 3 heures disponibles. Donc, l'heure du marché, l'heure du PC et l'heure UTC. UTC pour les news, le PC, l'heure du PC pour les logs et l'heure du marché pour tout ce qui concerne le marché sur lequel on travaille. Ça va être un gros taf et ça va être vraiment génial. Ensuite, il y a un autre sujet aussi pour les news. Il manque des informations quand une news arrive ou quand on a une news qui est active ou pas active. Donc là, j'ai vu une erreur déjà de calcul sur la proximité d'une news. Donc j'ai fait une correction et on aura un petit message en plus, vous allez voir. Autre sujet aussi, c'est quand on fait les coupures. Vous savez qu'on a plusieurs moyens de coupure. Soit on repère une coupure qui a eu lieu sur le marché, parce qu'il y a eu un take profit ou alors un stop loss. On a aussi des coupures quand par exemple on arrive en fin de journée, ou on a des journées où on coupe. Enfin donc tout ça c'est des coupures en lot et des fois on a des ordres qui pourraient être coupés et on n'a pas l'information de pourquoi c'est coupé. Donc ça j'ai mis un petit message en plus et ça va nous aider à savoir pourquoi les ordres et les positions sont coupés. Ensuite dans les logs, je me suis rendu compte, parce que j'ai eu plein de logs quand j'ai fait des backtests, je me suis rendu compte qu'en fait les formatages des messages n'étaient pas forcément idéaux et jamais les mêmes entre le moment où je mettais la détection ou le ticket, le nom de la stratégie, enfin tous ces petits trucs là étaient tout mélangés. J'ai fait en sorte d'homogénéiser et j'ai fait quelque chose qui devrait être beaucoup plus facile à lire. Quand j'ai fait les tests, bon, la stratégie elle marche pas, hein, je vous le dis comme ça, mais bon, je vous ai déjà averti. Et des fois, j'ai eu des situations où la marge libre n'était pas du tout assez grande. Donc du coup, on avait un message très laconique qui disait erreur d'envoi de l'ordre, mais on peut calculer cette marge libre et vérifier qu'elle est disponible ou pas. Donc j'ai fait un petit calcul en plus qu'on rajoutera avant d'ouvrir une position. On a un système qui repère les tickets qui ont disparu et quand le ticket a été fermé sans que le robot le fasse lui-même, on indique en fait le résultat de ce ticket. Donc là il y a deux choses. Déjà il y a une erreur. J'ai fait une erreur dans le calcul des résultats d'un ticket MT5, donc j'ai corrigé ce qu'il fallait. Et en plus, je me suis rendu compte que quand le robot ferme une position, quand par exemple il y a une coupure en fin de journée, je n'indique pas le résultat, alors que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Donc on est cohérent, à chaque fois qu'il y a une position qui se ferme, que ce soit par le marché ou par le robot, on aura ce calcul de résultat. Pour les ordres MT5, je me suis rendu compte qu'on avait une fonction check qui permettait de contrôler tous les paramètres qu'on envoyait pour ouvrir un ordre. Je ne l'avais pas utilisé parce que je me disais, bon, de toute façon, l'ordre, si ça passe pas, ça passe pas. Mais j'ai vu dans les différents modes d'emploi dans l'aide en ligne qu'on pouvait éventuellement faire mieux, donc le contrôle, l'envoi et le contrôle du résultat. J'ai fait ça pour MT5, vous allez voir, c'est un peu plus clair. Ensuite, je me suis rendu compte que oui, à l'ouverture d'une position, en fait, je dis je prépare l'ouverture de la position et je dis pas que j'ouvre la position ou en tout cas qu'elle est ouverte correctement. C'est un petit détail, mais quand on regarde les logs, on a l'impression qu'il y a un trou dans l'information. Donc j'ai rajouté ça. Ensuite, il y a quelque chose, c'est que à chaque fois qu'on calcule les résultats, je le fais en monnaie, parce que je prends directement les informations qui viennent du compte. J'ai rajouté un petit détail, c'est que maintenant je mets aussi l'évolution en pourcentage du compte. Donc comme ça, on verra si on a bien respecté les limitations que l'on s'est données. Et comme j'ai fait ce calcul-là, j'ai rajouté aussi à la fin de la journée dans les logs, chaque fichier de log, à la fin, il aura son résultat de la journée, global, de toute la journée. Et pour finir, pendant le backtest sur MT5, je me suis rendu compte, mais on l'a vu dans la vidéo précédente, qu'on avait un blocage. En fait, il indiquait que tous les indicateurs nécessaires n'étaient pas calculés. Ce test-là, c'était une connerie de ma part. J'ai fait trop bien, et en fait, on se bloque pour rien, puisqu'en fait, on veut que deux informations de l'indicateur.
pas la peine d'avoir le calcul global de toutes les bougies historiques. Donc c'était une bêtise, ça bloquait le backtest et ça risquait aussi de bloquer le robot pendant qu'on travaillait sur les marchés. Donc ça, pareil, je l'ai viré et ça marche beaucoup mieux. Voilà, pas mal, hein? Donc maintenant, on va passer devant les écrans. Je vais vous montrer un chapitre par type de correction, comme ça, si ça vous intéresse, vous prenez ou vous prenez pas. N'oubliez pas que dans les lots, si vous avez acheté des lots sur mon site, les lots contiennent toutes les corrections qu'on va voir là. Donc en anticipation, si quelqu'un voit la vidéo 5 et qui télécharge, il aura déjà des choses qui sont corrigées par rapport à ce qu'il aura vu dans la vidéo. En tout cas, toutes les corrections sont incluses. Donc si vous téléchargez, c'est inclus. Et si vous avez déjà téléchargé, retéléchargez le nouveau lot qui est disponible. Vous avez toujours le lien qui est valide. Et du coup, vous aurez les corrections qui sont directement dedans. Bon, avant de partir devant les écrans pour faire ça, n'oubliez pas, vous abonner. L'abonnement, c'est très important. Le partage, allez-y, partagez. Comme vous avez vu depuis les premiers épisodes, c'est pas du fake news. Je vous montre vraiment tout de A à Z et je vous cache rien. Vous voyez, les erreurs, j'aurais pu les masquer, les évolutions, j'aurais pu aussi me les garder pour moi. Non, je partage tout, donc partagez aussi, c'est un bon équilibre. Likez la vidéo si ça vous plaît, ou attendez la fin, vous verrez. Mais voilà, tout est là. N'oubliez pas aussi, vous avez les liens dans la description de Darwinex 0 pour ceux qui veulent s'inscrire. N'oubliez pas, vous avez tout. Donc profitez-en. Allez, nous on va sur les écrans. À tout de suite. Allez, on attaque. Donc, je suis dans Darwin. Ici, j'ai tous les fichiers qu'on va modifier pour ce sujet. Darwin, je descends dans les paramètres d'entrée, dans les user parameters. Et juste avant le premier paramètre sur les alertes, j'ajoute cette ligne-là, le numéro du robot. C'est un entier, donc un entier non signé, donc c'est uint, et ça va nous permettre d'avoir un identifiant unique par robot. Ensuite, on va regarder maintenant les impacts que ça peut avoir. Le premier impact, c'est dans le magic number. Jusqu'à présent, le numéro était figé. Maintenant, il ne sera pas figé, puisqu'en fait, on va le créer à partir d'un numéro. Donc là, j'ai mis 1 million. Et on va ajouter le numéro du robot quand on fera les ordres vers le courtier. Maintenant, passons dans les logs. Alors les logs, vous savez que dans config, je descends dans config, voilà. Config, on lui passe un numéro de répertoire et on crée le nom du répertoire, tout bêtement, pour l'instant, en mettant le folder, donc le répertoire qui était passé en entrée, qui était testé. Maintenant, je vais changer ça et je vais ajouter folder, mais avec le numéro du robot. Ensuite, dans le get folder. Alors ici, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on retournait ici le get répertoire file, qui allait vérifier le nom du répertoire en fonction du fait qu'on était en test ou en normal, en fonctionnement normal sur les marchés. Ça marche bien sur MT4, mais pas sur MT5. Donc maintenant, on va tout mettre dans l'espace commun. Et l'espace commun, on va remplacer cette fonction, qu'on va détruire d'ailleurs, parce qu'elle ne sert plus à rien, et on va la remplacer par cette ligne-là. Donc en fait, on va récupérer ici le chemin du terminal, donc commun, donc le chemin de l'endroit où sont rangés tous les fichiers communs, puis après on va dans File, et on met le nom du folder qu'on a construit dans la partie config. Et pour finir, une autre information très intéressante, c'est tout à la fin du fichier, on descend mais vraiment tout à la fin, hein. Voilà, ici, dans l'ouverture, jusqu'à présent, quand on faisait un file open ici, on disait qu'il fallait on voulait lire le fichier, l'écrire en même temps, le fichier texte et un fichier partagé. On va rajouter ici un attribut qui est file common pour dire que c'est dans le répertoire commun que l'on veut. Et je vais en profiter parce que j'ai vu une autre petite coquille. Je vais rajouter deux attributs en fait. Le file common ici, donc comme je vous ai dit pour mettre dans l'environnement commun, et le file ANSI ici, qui signifie qu'on enregistre des fichiers avec des caractères codés sur un seul chiffre. Voilà, pour les logs, c'est tout ce qu'on a à faire. Maintenant, on va passer dans les paramètres privés. Alors vous allez voir que c'est assez commun. Dans extrait données ici, on a ici un file open, dans lequel on dit qu'on va lire le fichier au format ANSI, un fichier texte. Ici, pareil, vous remplacez pas, hein, mais vous ajoutez tout simplement le file common ici, voilà, qui va permettre en fait d'avoir une lecture toujours dans l'environnement commun. Voilà, c'est la seule modification qu'on a à faire, parce qu'en fait c'est le seul endroit où on gère les fichiers. Après on a le paramètre public, où là on va descendre dans config, qui est ici, voilà, dans lequel on fait tout le blabla ici, et là on construit le nom du répertoire.
Ben, on remplace le lfolder plus le kparameter filename, qui est le param.dta, par ça. Donc on a toujours le folder, mais on rajoute pareil le numéro du robot pour avoir un sous-répertoire. Ensuite, comme pour les logs, dans le getFilename, ici on utilisait la fonction getRepertoireFile, comme je vous ai dit, qui ne sert plus à rien, on va la virer. Et à la place, ben, on construit le chemin en prenant le nom du répertoire commun des données, avec le file derrière et le nom du fichier param.dta. Ensuite, à chaque fois qu'on va utiliser un accès vers un fichier, on devra penser à lui dire que c'est dans l'environnement commun. Par exemple, ici, vous avez du file exist. Donc le file exist, quand on met un seul paramètre dans la fonction, il prend par défaut un attribut qui permet d'aller dans l'environnement de la plateforme, pas dans l'environnement commun. Je vous montre tout de suite. Vous voyez que là, file exist, on a le nom du fichier, et ici, vous avez un entier ici, qui est pour indiquer justement le flag, est-ce que c'est dans la zone commune ou non, et par défaut, ça vaut 0. Et quand ça vaut 0, ben en fait, ça veut dire qu'on est dans la zone du terminal. Et quand on met une valeur différente, par exemple file common, ce qu'on va mettre, à ce moment-là, on va aller plus loin dans l'espace commun. Donc tout ce qu'on va faire ici, on va remplacer cette petite ligne-là par celle-là où on met l'attribut file common. Ensuite ici, on récupère ici le getInteger, le file getInteger, dans lequel on rentre le nom du fichier et on cherche à avoir la date de modification. Pareil, attention là, alors c'est particulier ça. Vous voyez ici, on a plusieurs choses. C'est soit on rentre ici le nom du handle quand le fichier est ouvert, mais là il n'est pas ouvert, ou alors on rentre le nom du fichier. Et quand on rentre ça, ben on rentre ici l'attribut qu'on veut récupérer, et ici très important, on a le common folder, qui par défaut il vaut faux. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'espace commun. Ben nous, il suffit de mettre vrai, et on va directement chercher le fichier, le file name, mais dans l'espace commun. Ça veut dire que cette petite phrase-là, on va lui ajouter le paramètre manquant qui est égal true. Voilà, comme ça, on va vraiment toujours dans l'espace commun. Et maintenant, dans les données. Alors les données, on va pareil dans le config, parce que je crois que c'est là où on va utiliser les fichiers. Voilà, on a encore un nom de répertoire ici, le e-folder. Et ici, on construit plus loin ici le nom du chemin complet pour aller sur le fichier DTA. Bah là, pareil, au lieu de rajouter ça, tout simplement, on va aussi construire avec le nom du folder en mettant le numéro du robot avec pour le sous-répertoire et derrière les mêmes données qu'on avait avant. Voilà, vous ajoutez donc, alors n'oubliez pas, hein, vous ajoutez aussi ce backslash là, ce double backslash pour faire le chemin complet du répertoire. Ensuite, on va dans la fonction lit fichier. Alors c'est plus bas, voilà, le voilà, lit fichier. Ici pareil, on va forcément faire un file exist. Donc par défaut, il va chercher dans l'espace de la plateforme. Nous, on veut l'espace commun. Donc on fait la même fonction, on rajoute le petit attribut file common. Et bien sûr, juste derrière, on fait le file open. Bah, dans les attributs lecture, fichier binaire, on va ajouter common, lecture, fichier binaire. Et après avoir lu le fichier, il y a aussi la partie où on écrit le fichier, voilà, blablabla. Ok, le file open, il est là. Donc là, on fait du écriture, fichier binaire, du file write, file bin. On rajoute le file common pour justement toujours viser l'espace commun. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire pour la partie données. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais c'est un peu partout quand même. Alors ensuite, dans tout, là, ça va être un peu plus violent. Ici, on a la fonction getRepertoireFile qu'on va virer, elle ne sert plus à rien, elle n'a pas de sens. Donc hop, ça dégage des commentaires. Et la fonction qu'on a ici, ligne 660 et quelques, et ben en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la virer parce qu'elle n'est plus du tout appelée et elle ne sert à rien, elle n'a pas de sens. Et on va finir par le courtier. Alors le courtier, c'est quand on va toutes les actions vers le marché. Donc voilà, par exemple, ici, on est dans ferme position, ici. En fait, dans les paramètres que l'on voit, ici, on a le magic, qui est jusqu'à présent, on n'avait que la constante. Ici, on va faire la constante plus le numéro du robot pour avoir un numéro qui est unique par robot. Donc on l'a ici dans la fermeture des positions. Ensuite, on l'a ici dans les ordres d'achat. Donc il est ici, 312, hop, on change. On n'oublie pas que ça c'est la partie MT5, mais on a aussi la partie MT4 évidemment. Donc on change aussi en mettant le plus i numéro robot. On descend et pour un ordre de vente c'est pareil, aussi bien pour MT5 que pour MT4 qui est ici.
Voilà, là il n'y a pas de fichier sauvegardé là-dedans, donc du coup on ne s'occupe pas de la zone commune. Là c'est juste pour récupérer le numéro du robot, pour avoir un numéro magique qui est commun partout. Et j'avais oublié dans les types, jusqu'à présent on avait ici des répertoires qui filtraient en fait MQL4 ou MQL5. Ça sert plus à rien, donc ce qu'on fait c'est qu'on les vire, tout simplement. Alors, autre petite modification maintenant, c'est les sons. Quand on est en backtest, en fait, les sons ne sont pas utilisés, ne sont pas trouvables. On va pas s'embêter. On va ici, on va chercher le contrôle non son. Donc, vous faites CTRL F, vous tombez directement sur la fonction. Et là-dedans, c'est là-dedans, vous voyez, où on cherche à utiliser le fichier son. Si on le trouve pas, on en prend un par défaut. Et sinon, on dit qu'il n'y a pas de son. À chaque fois que vous faites du backtest, vous allez avoir ces deux messages, impossible et impossible. Puisque c'est impossible, puisqu'en fait l'environnement de backtest n'utilise pas les sons, on va carrément faire ici, juste au tout début, un petit test qui va indiquer si on est en mode de test, en backtest, à ce moment-là on fait un petit message qui dit mode test, pas de son. C'est une information, c'est pas des warnings comme on avait avant, et on retourne parce qu'en fait on fait rien d'autre après. Voilà, c'est juste pour avoir un truc propre au niveau du démarrage d'un backtest. Alors le choix des heures, alors ça, il n'y a que deux fichiers qui sont impactés, les paramètres et les paramètres publics. Alors dans les paramètres, on va déjà mettre des petits commentaires. Typiquement ici, on a plein d'informations sur les heures et les dates. On va rajouter un petit truc dedans. Ici, avant les news, on va rajouter un petit commentaire qui indique que c'est bien la date et heure UTC. Ensuite, pour l'activation de la stratégie, les heures ici, c'est uniquement les heures du marché. Et pareil d'ailleurs pour les coupures des positions, c'est aussi l'heure du marché. Voilà. C'est juste un petit commentaire, vous voyez ici. Comme ça, quand on retrouve, quand on ouvre le fichier, on sait quelles sont les références. Et du coup, en bas ici, j'avais dit que c'était l'heure locale ici. Non, c'est pas faux puisque ça dépend de quelle information on veut faire. Donc tout simplement, vous verrez l'information, c'est l'heure locale, pour pas tromper justement. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire, c'est que des commentaires là. Et le public, il y a plein de choses par contre à faire. Alors, on va descendre et on va dans Config. Déjà, ici, il y a un truc qui me plaisait pas trop. Alors, ça n'a rien à voir, hein. Sauf que là, je trouve que la phrase est un peu longue. Donc, c'est juste un petit retour chariot. Bon, par contre, après, on va dans Config, non, paramètres cycliques, voilà. Ici, Get News Proche. Dans le commentaire, on dit que ça retourne à la date et l'heure de la prochaine news. Alors là, on va rajouter la date et l'heure UTC, ou GMT, hein, c'est comme vous voulez. GMT, ça veut dire Greenwich, et UTC, c'est universel. Donc vous prenez les deux termes, comme ça au moins vous n'êtes pas perdu. Pareil, le commentaire ici, la date et l'heure de la prochaine news, oui, mais maintenant il faut dire la référence, donc c'est bien la date et l'heure UTC. Ici, dans la fonction, on parle de la time locale. Non, c'est la time GMT. On a trois types d'heures. On a time current, time local et time GMT. Là, c'est bien la GMT parce que c'est bien l'heure que l'on veut prendre comme référence. La fonction suivante, qui est donc l'heure de début de trading. Au lieu de dire que c'est l'heure de début pour la journée, nous on va dire vraiment que c'est, attention, c'est d'après l'heure du marché. C'est un petit commentaire que j'ai rajouté ici, d'après l'heure du marché. On sait maintenant sur quoi on se réfère. Alors c'est que du commentaire aussi pour l'instant. Ici, l'heure de fin de trading, on rajoute aussi que c'est d'après l'heure du marché. Ensuite, l'heure de coupure des positions, pareil, on rajoute d'après l'heure du marché, qu'on utilise aussi après, juste après, qu'on fait aussi là pour la fermeture. Jusqu'à présent, on n'utilisait pas, hein, c'est que des extractions des données, donc c'est pas gênant. Par contre ici, on a vraiment un traitement, et dans le traitement, vous voyez ici, c'est time local. Et ben non, en fait. Maintenant, on remplace le time local par du time current. Donc c'est juste ça à changer. Et là, vous pouvez chercher tous les times locales, en fait, et vous allez trouver directement un traitement qui est plus bas dans les horaires de trading, où on a aussi le time local ici, qu'il faut changer en time current, parce qu'on vraiment prend le temps du marché. D'ailleurs là, je vais faire du copier-coller de time current, et en descendant, à chaque fois que vous voyez ici time local, vous remplacez par time current. Ici, local, 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 voilà, tout ça c'est du time current. Ensuite, on descend de la fonction suivante, journée de trading, pareil, c'est du current. Ici, on n'a pas, c'est tout bon, c'est tout bon. On descend le hors zone coupure. Hors zone coupure, pareil, c'est du current et non pas du local. Là, il y a trois changements dans la fonction. À chaque fois, vous faites un CTRL F, CTRL F pour chercher, vous mettez time local. Dès que vous trouvez time local, alors regardez ce que j'ai fait quand même, et vous les remplacez.
Je crois que le time local, le seul endroit où c'est utilisé, c'est dans la partie des logs, donc là-dedans, il n'y a pas de risque. Et pour finir, on descend, alors là, c'est la hors zone sécurité. Attention, c'est pas du current, parce qu'on parle des news. Et les news, je vous rappelle que la référence, c'est l'heure GMT. Donc on prend le time GMT. Faites gaffe à ça, ne mettez pas du current, vous allez avoir un décalage horaire, ça va être une misère. C'est le seul endroit où on change le local par le GMT. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais rien qu'avec ça, on va avoir une gestion des horaires très différenciée entre les news, les logs, et puis tout ce qui concerne le marché. Alors là, pour le calcul des news, justement, les news, et on avait un petit problème. Je vais dans la partie, donc là, j'ouvre le fichier param public, et je cherche la fonction getNewsProche. Là, il y a un problème dans mon calcul. Typiquement ici, bon, je fais une recherche de toutes les news qui existent, je regarde par rapport à l'heure de début de la news, et justement, c'est le problème, c'est que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, ce système-là, il est très bien quand on a, alors je vous mets par rapport à vous, le temps arrive et on va trouver la news la plus proche. Et en fait, dans le test qui est après, qui appelle cette fonction, on regarde un petit peu la fameuse zone de sécurité. Donc on prend la zone qui est juste avant. Et dès qu'on approche avant cette zone-là, on dit ah effectivement, attention, on est dans la zone de sécurité de la news. Donc là, ça fonctionne. Par contre, dès qu'on arrive sur la date pile de la news, lui il va toujours chercher la news la prochaine, pas celle qui est en cours, voire pas celle qui est juste après. Ce qui fait qu'on n'avait jamais l'alerte de la zone de sécurité après la date de la news. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un calcul un peu particulier où ma référence, c'est pas la date de la news en elle-même, c'est la date de la fin de cette zone de sécurité. Et comme ça devient un calcul intermédiaire, je voulais pas ici faire un test déjà qui est assez conséquent, mais encore plus complet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai une variable intermédiaire dans laquelle je fais mon calcul. Donc ici, dans les variables locales, je vais ajouter la date lue qui sera calculée. Dans la boucle ici, juste au niveau de la boucle, je vais calculer cette date lue en prenant la date de la news plus la sécurité. Donc je m'éloigne vraiment avec la sécurité comprise. Et le test qui est derrière est presque pareil. La petite différence, déjà, tiens, j'ai aussi changé le commentaire, parce que là on ne parle pas de date GMT. Là maintenant j'ai dit attention, on cherche la date la plus proche de l'heure UTC actuelle. Et je teste donc la date lue qui est calculée ici à la place de carrément la date de la news. C'est tout ce qu'il y a. Et pareil, le test ici, c'est toujours la date lue. Et pour finir, dans la boucle ici, quand je trouve la date que je mettais avant à la date de la news, non, maintenant c'est la date qui était calculée juste avant. Donc je remplace avec date lue. Voilà, c'est les trois endroits et du coup, en plus la condition du coup est plus facile à lire. Voilà, ça sera utile et je l'ai testé, c'est que maintenant on a la news détectée avant la limite et elle est détectée jusque après la limite. Alors qu'avant on n'avait que la zone avant jusqu'à la news. Alors maintenant, c'est le petit message qui va apparaître juste avant les moments donnés où on doit clôturer des positions. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais créer déjà une variable locale à la fonction dans surveillance, parce que c'est elle qui va vraiment surveiller la partie clôture. Donc là, tout bêtement, j'ajoute ici une petite variable, coupure des positions, en booléenne. Bien sûr, cette variable-là, je vais l'initialiser dans la partie config, donc init des données internes. Je mets à faux, donc il n'y a pas de coupure de position pour l'instant. Ensuite, dans la partie cyclique ici, donc là, si on n'est pas du tout dans hors dehors de la zone de coupure et si le contexte du marché, donc le marché est ouvert, à ce moment-là, on va appeler la stratégie en disant coupe les positions. Et bien là, deux choses. Déjà, avant de couper des positions, ce qu'on va faire, est-ce qu'on est déjà en situation de coupure des positions? Donc c'est le booléen qu'on met à vrai juste en bas. Là. Pour l'instant, nous, il est à faux. Donc si il est à faux, donc différent de vrai, ça veut dire que c'est bon. Et on va créer une fonction qui va nous récupérer le nombre de positions. Pourquoi? Parce que je veux déjà être sûr qu'il y a des positions ouvertes avant de les couper et avant de faire un message. Par exemple, à chaque fois que je vais rentrer dans une zone de coupure, s'il n'y a pas de position ouverte, je ne vais pas générer un message, ça serait complètement idiot. Donc je vérifie, est-ce qu'on n'est pas encore en mode de coupure et est-ce qu'on a des positions ouvertes? Si c'est le cas, à ce moment-là, je fais une petite information qui dit début de la coupure générale des positions. Et puis bien sûr, j'indique par ce booléen qu'on rentre dans une zone de coupure, dans un moment, dans un traitement de coupure. Et si on n'est pas dans cette condition-là, à ce moment-là, je dois effacer
coupure des positions pour le redescendre à faux. C'est ce que je fais juste après avec un else qui maintenant force la valeur à faux. Voilà, ça c'est juste le petit traitement pour ajouter un petit message avant les coupures. D'ailleurs, tiens, j'ai effacé ça, donc je rajoute quand même, parce que bon. Mais donc là, on a le message uniquement dans la transition, c'est-à-dire que dès qu'on passe de hors zone de coupure, dans la zone de coupure, là on fait un petit message. Par contre, on passe notre temps à réenvoyer la stratégie pour couper les positions au cas où il y a eu des erreurs et on veut vraiment relancer pour jusqu'à temps que les coupures soient toutes faites. Donc ça, c'était pour la surveillance. Alors maintenant, on va créer dans la stratégie le get nombre de positions. Donc je descends ici dans les différentes fonctions publiques, bien sûr. Ici, on a donc la gestion des données, donc qui est nettoyer, détection, coupure des positions. Bah, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le get nombre positions, qui est tout bêtement en fait une donnée qu'on va calculer dans les données. Parce qu'en fait, je vous rappelle que la stratégie, elle utilise données qui gèrent les données justement. Et donc, la fonction de calcul va être dans les données, parce que c'est elle qui contient tout l'ensemble des informations qui sont connues de la stratégie. Et la stratégie, elle ne fait juste boîte aux lettres, elle fait que boîte aux lettres entre les deux. Donc le get nombre position va appeler donc la fonction get nombre position de la classe donnée qui va renvoyer aussi un entier. Et donc, puisque c'est comme ça, dans données, pareil, on descend et dans les fonctions publiques, on va mettre ça dans les lectures des données, parce que pareil, c'est un get, donc on met ça avec les get. On a la fonction get nombre position qui retourne dans un entier et qu'on va déclarer juste après. Et je vais le mettre juste avant la coupure des positions. Pourquoi? Parce qu'en fait, le code est quasiment le même. Vous voyez, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une boucle sur toutes les détections, et quand le ticket est différent de 0, à ce moment-là, là, on fait la fonction de fermeture des positions. En fait, nous, on va faire le même traitement, sauf qu'au lieu de faire une fermeture, on va juste faire un petit compteur qui va incrémenter régulièrement. Donc, je remonte juste avant, ici, et j'insère donc la fonction donc, qui s'appelle getNombre_position, qui compte le nombre de positions enregistrées. Ici, j'ai juste rajouté par rapport à la fonction juste après un petit compteur, qui est initialisé ici à 0. Je boucle et si le ticket est différent de 0, à ce moment-là, j'incrémente le compteur. Et à la fin, bien sûr, je le retourne. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste voilà, un petit scan de l'ensemble du tableau pour vérifier tout ce qu'on doit faire derrière. Bon, passons maintenant sur les news. Alors vous allez voir que les messages pour les news, c'est pareil. Donc c'est dans surveillance. Donc comme pour les coupures, je rajoute une petite variable ici, donc qui est pour la proximité des news. Donc vraiment le message qui dit avant et après. Ensuite ici, on va initialiser à faux. Pour l'instant, par défaut, on est en dehors d'une zone de protection de news. Et dans le traitement cyclique, donc après la gestion des zones de clôture, on va faire la zone des news avec donc un premier travail. Alors je vous mets en haut, voilà, comme ça. Donc là, premier test, on regarde si on est à proximité d'une zone de news. Là, à ce moment-là, on regarde, est-ce qu'on était, avant cet appel, est-ce qu'on n'était pas dans une zone de proximité? On gère vraiment la transition, on est tranquille et on rentre dans une zone de sécurité. À ce moment-là, je mets un petit message, alors c'est purement de l'information, qui indique donc avec le temps du marché, puisque en fait on travaille vraiment sur le marché, on dit voilà, avec la date et les times en secondes, comme ça on a vraiment l'information la plus précise possible. Ça veut dire que là on rentre à proximité d'une zone du news économique. Et je mets le booléen qui correspond au fait qu'on soit autour d'une news à vrai. Ça c'est dans le cas où on passe d'une zone peinarde ou une zone où on est autour d'une news. Maintenant il y a le côté inverse. Donc le else il fait quoi? En fait si du coup, on est en dehors d'une zone économique, mais juste avant, on était autour d'une news. Donc en fait, on est sorti. À ce moment-là, l'information arrive, et qui dit l'inverse, évidemment, toujours en time date et time seconde, pour vraiment avoir une date le plus précise, et bien sûr en relation avec le marché. On est vraiment sur le marché. Et je dis, tout bêtement, là, c'est la fin de la news économique. Alors regardez bien comment j'écris la date du marché. Je mets un crochet ici. Alors c'est important pour l'autre modification qu'on va faire plus tard, où je vais formater l'information qu'on mettra dans les logs, vous verrez. Et là, ça veut dire que dès qu'on parlera de l'heure du marché, je mettrai des crochets. C'est plus parlant, en tout cas ça permet de voir vraiment l'information entre l'heure locale qui sera dans les logs et l'heure du marché qui sera entre crochets. Et puis bien sûr, à la fin, on n'est plus dans la zone, donc du coup je dis maintenant que le booléen devient faux. Alors pour formater les logs, voilà ce qu'on va faire. On va dans log bien sûr, et on va créer une nouvelle fonction qui sera appelée régulièrement.
Et cette fonction, on va la mettre, dans les fonctions publiques évidemment, juste après fin, et on va l'appeler info log opération, parce que c'est vraiment des logs pour les opérations, dans lequel je veux 3 informations. Le nom de la stratégie, le numéro de la détection, et à savoir le nom du marché. Alors ici, le nom du marché, même si le robot est fait pour un marché, c'est en prévision si jamais un jour on veut utiliser ça pour avoir un robot qui travaille sur plusieurs marchés. Voilà, c'est juste une prévision. Donc maintenant qu'on a fait le prototypage, on va descendre, puis on va le créer. On va le créer après les niveaux, et on va le créer après getFolder par exemple. Fonction, alors voilà, je vous la montre intégralement. Donc ça construit la base des logs pour une opération. Donc on rentre les fameuses 3 paramètres. Ici, on récupère les données du marché les plus récentes. Vous savez comment on fait. Si c'est bon, et bien sûr uniquement si c'est bon, à ce moment-là, on va sortir donc une chaîne de caractères qui contient donc le nom de la stratégie avec un petit dièse comme si c'était le numéro qui est suivi du numéro de la détection. Et on met entre crochets, on retrouve les fameux crochets, l'heure du marché. Donc l'heure du marché qui est en date et en seconde. C'est pour ça qu'ici, j'ai vraiment utilisé le marché pour pouvoir récupérer le marché qu'on voudra utiliser quand on fera des logs. Par contre, si on ne peut pas récupérer les données horaires du marché, à ce moment-là, je fais aussi une chaîne de caractères avec le nom de la stratégie et le numéro de la détection. Par contre, je laisse les petits crochets, mais je mets des petits points d'interrogation pour indiquer que on n'a pas réussi à lire. Comme ça bloque pas le traitement. On va pas faire un nouveau log et tout ça, mais on verra clairement que là, il y a eu un petit problème d'acquisition des données du marché. C'est très très simple, hein. Et ça, vous allez voir que cette fonction, on va l'appeler régulièrement dès qu'on aura des logs en lien avec le marché, la stratégie ou les détections. Après, cette fonction va nous obliger à véhiculer le nom de la stratégie un peu partout. Jusqu'à présent, on l'avait uniquement à 2-3 endroits, mais maintenant, on va vraiment la véhiculer partout. Et c'est pour ça que dans Données, ici, tout en bas, je crois, vers la fin, dans la coupure des positions, ici, voilà, on ferme la position. Et en fait, si on ferme la position, ça veut dire qu'on va avoir un accès et un traitement sur vraiment le marché. Donc, on va utiliser la fonction qu'on a créée dans les logs. Et pour ça, en fait, on doit lui ajouter un paramètre qui est le nom de la stratégie. Parce que c'est connu dans les données, mais c'est pas connu forcément vers le courtier. Le courtier, lui, il connaît pas ça. Donc on va le transférer. On pourra faire d'autres solutions, l'envoyer à la config, le mémoriser, tout ça, mais je préfère faire simple parce qu'il y a déjà pas mal de modifications. On va essayer de limiter. Voilà, donc là, on va juste véhiculer le nom de la stratégie des données vers le courtier. Ensuite, on va directement aller dans la stratégie. Alors la stratégie, on va aller dans la détection. La détection qui est config détection ici, voilà. Vous voyez qu'on a pas mal d'informations ici. D'ailleurs, on récupère la stratégie, on récupère différentes choses. Donc avant de faire ça, on va tout simplement créer une en-tête, un texte d'en-tête, qui sera créé une bonne fois pour toutes, comme ça on le récupérera plus facilement. Donc je crée une variable locale ici, qui va s'appeler en-tête, qui est une chaîne de caractères. Et tout à la fin de cette fonction, quand on fait la détection, voilà ici, je vous mets en haut, voilà. Ici, on fait des logs, voilà tout ça. Le log dans lequel on fait la stratégie, le numéro de la détection et aussi l'heure ici. Nous, ce qu'on va faire, on va remplacer ça. On va créer l'entête. L'entête qui va nous servir pour générer le log. Donc on appelle le info log opération, on lui passe le nom de la stratégie, la détection et le symbole, donc le marché sur lequel on travaille. Et dans le log qui suit, déjà le temps, on le vire, ça n'a pas de sens. Et à la place de faire ce données, stratégie, dièse et tout ça, on va remplacer par l'entête qu'on a créée juste avant. Du coup là, on a une entête qui est très propre et qui sera homogène pour tout le monde dès qu'on parlera des activités sur le marché. Voilà, c'est tout ce qu'on fait, opportunité, taille, entrée, après c'est très bon. Donc ça c'est tout bon. Par contre là, donc, dans l'envoi de l'ordre vers le courtier, pareil, ça va générer quelque chose sur le marché et on n'envoie que les données de la détection. On n'envoie pas le nom de la stratégie. Donc ça, je rajoute maintenant le nom de la stratégie, le get nom stratégie, avec en plus les données. Donc on va devoir changer pas mal de choses dans la partie courtier parce qu'il va falloir vraiment l'enrichir à chaque fois. Alors, j'aurais pu renseigner le nom de la stratégie dans les données de la détection. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Mais ça aurait impacté aussi le fichier de sauvegarde de la stratégie, ça aurait impacté les types, ça aurait
beaucoup trop de modifications, j'ai préféré faire, alors c'est lourd ce que je fais, hein, j'ai préféré faire ça plutôt que de tout changer, ça aurait changé aussi plein de trucs, j'ai préféré vraiment faire simple. Alors là, compilez pas encore, hein, parce que là, ça marchera pas, hein, parce qu'on a rajouté des paramètres. Alors justement, on va le faire un temps dans courtier. Courtier, c'est là où il y a plus de modifications. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est le courtier qui fait toutes les opérations sur le marché. Donc c'est lui qui va vraiment utiliser cette fonction dlog pour homogénéiser les sorties. Alors, dans courtier, on descend, on va changer les prototypages, parce que là, l'ordre by, il faut lui ajouter le nom de la stratégie. Pareil pour l'ordre sell d'ailleurs. Donc ça, on rajoute ça, le nom de la stratégie. Tout ce qui est l'envoi de l'ordre, pareil, on rajoute le nom de la stratégie. Et vous avez deviné, le ferme position, pareil. Donc toutes les fonctions, on rajoute le nom de la stratégie. Pour ça que je vous ai dit, hein, on aurait pu l'intégrer carrément dans la structure stratégie, ça aurait été beaucoup plus facile, mais trop d'impact. Donc maintenant, alors l'envoi ordre, donc là, forcément, on change le prototypage, hein, on a le nom de la stratégie qui passe en paramètre. Donc là, comme on a vu précédemment, je vais ajouter une variable string, donc une chaîne de caractères qui sera ajoutée en en-tête de tous les logs que je vais faire. Et première chose que je fais ici, je crée l'en-tête. Donc je récupère le nom de la stratégie qu'on a passé en paramètre, le numéro de la détection et le marché sur lequel on travaille. Ici, on avait la détection avec le numéro. Maintenant, je le change et je mets carrément l'en-tête. Pareil ici, détection, je change, je mets l'en-tête. Comme ça, on a vraiment quelque chose qui sera homogène. Ensuite, quand le robot est en réel, donc ici, c'est une ouverture d'ordre. En fait, pas tout à fait. C'est une tentative d'ouverture d'ordre. Donc, on va changer le texte qui est ici pour vraiment dire ce que l'on fait. Et puis, le petit texte ici en en-tête, on va le changer aussi. Donc voilà, c'est fait avec l'en-tête. Donc, tentative d'ouverture, c'est important. Ensuite, ici, on rajoute le nom de la stratégie à chaque fois qu'on passe l'information vers les ordres pour ouvrir en achat ou en vente. Ça, c'est fait pour cette fonction. Ensuite, ferme position, le prototypage a changé, donc on rajoute le nom de la stratégie. Comme tout à l'heure, on rajoute une variable locale pour faire l'en-tête. Ici, on lisait les informations après avoir fait le log. En fait, ça, non. Je vire ce truc-là. En fait, je le déplace, hein, tout simplement. Je le mets juste avant. Alors pourquoi? Parce que si jamais j'arrive pas à lire l'information venant du marché, je sors directement. Alors qu'avant, je testais ça après le log. Ça veut dire que j'allais avoir un log, mais sans le traitement associé. Non, là je teste. Si jamais ça passe, tant mieux, je fais l'en-tête et le log qui va suivre derrière. Si ça passe pas, j'aurai pas de log parasite qui va arriver. Et la suite, pareil, on va mettre la petite en-tête qu'on a créée. Et là, c'est pas la fermeture de la position, c'est une tentative de fermeture. Faut vraiment faire gaffe, c'est pas pareil. Tant que l'opération n'est pas terminée, validée par un retour du courtier, c'est une tentative. Ensuite, c'est tout bon, on sort de ça. Maintenant, on va dans les ordres by, donc le prototype a changé aussi. Donc on rajoute le nom de la stratégie, on rajoute l'en-tête qu'on va construire. Donc on l'a construit après avoir testé comme si le marché était correct. Donc là, pour l'instant, je n'utilise pas l'en-tête parce que c'est dans une autre évolution, on verra tout à l'heure. Par contre, dans l'ordre sell, c'est pareil, le prototypage a changé. On a une variable d'en-tête ici, que l'on construit juste après. Et comme le ordre by, on verra quand on s'en sert. Pour l'instant, on s'en sert pas, c'est juste créé pour éventuellement la réserve. Donc là, pour ce sujet, on descend et on va dans envoi ordre, où là, on fait, donc là, on est en simulation, donc on s'en fout. Par contre, là, plus bas, on est en réel. Et avant de faire tout ce blabla, ici, de demander l'envoi d'un ordre by et sell, on va vérifier la marge libre. Donc ici, j'encadre tout ce traitement-là dans une condition qui est le contrôle marge libre, dans laquelle on passe deux choses. Le nom de la stratégie, parce qu'on va forcément faire un message qui sera formaté par les logs, et on rentre bien sûr le paramètre de l'ordre qu'on veut passer. Si cette fonction retourne vrai, ça veut dire que la marge libre, elle est OK, on peut effectivement ouvrir un ordre, tenter d'ouvrir un ordre. Si par contre c'est KO, on aura un message qui sera dedans là, donc pas la peine d'en refaire un. Et puis on ne fera pas d'ouverture d'ordre, c'est tout. Et donc maintenant, cette fonction, on va la créer dans la partie monnaie. Dans la partie prototypage, on descend et on va juste à la fin des fonctions publiques. Et puis on va rajouter une fonction qui s'appelle contrôle marge libre, dans laquelle on rentre donc le nom de la stratégie et les paramètres de la détection, qui retournent un booléen. C'est pas très compliqué, les paramètres c'est les mêmes que les autres. Et là on va descendre tout au fond des fonctions publiques, private juste avant ici, puis on va créer notre fonction. Donc on commence par le petit commentaire, tac, voilà. Donc il n'y a pas de problème, hein, on contrôle la marge libre pour l'ouverture d'une position. Et en entrée, donner de la détection, tout à fait logique.
Et en sortie, donc c'est vrai si la marge libre permet l'ouverture d'une position. Ça ne garantit pas, attention, ça le permet. Donc dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va manipuler comme données? Deux informations importantes. On va récupérer la marge libre directement, et on a l'entête aussi qui va permettre de faire les messages pour les logs. Pour récupérer la valeur de la marge libre, c'est facile, il y a une petite fonction qui s'appelle account info double, donc qui récupère une information double venant du compte, et qui est tout bêtement avec le nom account margin free, donc la marge libre. Donc avec ça déjà, on a le montant de la marge libre existante, la courante du marché, et après on va créer notre petit en-tête qui va nous servir pour les logs qu'on va faire derrière. Là on a deux modes de fonctionnement. De MT5, lui va calculer la marge nécessaire, et MT4, lui va calculer la marge restant libre après la simulation de l'ouverture. C'est deux visions différentes. Du coup, il va falloir faire deux traitements différents. Bon, pour MQL5, on va utiliser différentes variables. On va calculer la marge nécessaire, on va faire un petit booléen résultat qui va nous permettre de vérifier que les calculs sont corrects, et puis les ticks, c'est parce qu'on va prendre les données du marché les plus récentes. Et justement, à ce sujet, première chose que l'on fait, on tente de récupérer les données du marché. Si ça ne marche pas, on retourne faux, ça veut dire qu'on n'a pas moyen de calculer la marge libre, autant dire qu'on ne fait rien. Et donc MQL5, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va calculer la marge nécessaire pour ouvrir un ordre. Donc déjà, on va commencer par effacer les erreurs, et après avoir fait ça, on va appeler la fonction order_calc_margin. Et order_calc_margin, je vous la montre. Voilà, ça ressemble beaucoup à une ouverture de position, puisqu'on rentre le type d'ordre que l'on veut, donc achat, vente, etc. Le nom du marché, le volume, le prix, et ça va nous retourner la marge nécessaire pour ouvrir avec ces paramètres. Et puis en retour, on a un booléen qui indique si oui ou non il a réussi à travailler et à faire le calcul. Donc ici, le premier paramètre, je regarde quel est le sens de la détection, si c'est en achat ou en vente. Si c'est un achat, je fais un type achat. Si c'est en vente, bien sûr, je fais un type vente. Ensuite, je rentre le nom du marché, la taille de position qu'on a demandé. Pareil ici, soit je suis sur un achat, donc je prends le ask, soit je suis sur une vente et je prends le bid. Et puis ici, il va me récupérer l'information calculée dans la variable locale qu'on a ici, qui est la marge nécessaire. Et le résultat de cette fonction, je récupère dans le résultat pour un traitement ultérieur. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir traiter derrière. Alors, deux choses. Soit le résultat est KO. Ici, il y a un point d'exclamation qui veut dire l'inverse. Donc ça veut dire que le résultat est KO. C'est qu'il y a un souci. Ou bien la marge nécessaire est supérieure à la marge que l'on a actuellement, la marge libre. Si elle est supérieure, c'est qu'on a un souci, c'est qu'on n'a pas assez d'argent pour ouvrir la position. Ça, ce sont les deux cas où on a une erreur. À ce moment-là, je vais faire un warning. Alors, c'est pas une erreur, même si on pourrait l'associer à une erreur. Non, c'est un warning pour indiquer, attention, déjà on passe l'entête, et juste après on dit la marge libre est trop faible. Et là, au lieu de faire un message laconique qui dit marge trop faible, j'ai voulu mettre des valeurs. C'est-à-dire que je dis quelle est la valeur de la marge libre actuelle, et je dis en fait non, on a ça, il nous faut ça, nécessaire. Ça veut dire qu'on aura dans le log l'information de la marge libre au moment où on a tenté d'ouvrir, et la marge qui était nécessaire pour ouvrir l'ordre avec les paramètres. On aura le maximum d'informations pour pouvoir travailler derrière et analyser et débugger. Ça, c'est pour MQL5 qui donc travaille, comme je vous ai dit, sur la marge nécessaire. Maintenant, voyons ce que fait MQL4. Donc MQL4, lui, il va travailler plutôt sur la marge restante après la simulation. Donc comme on a vu pour MQL5, avant la fonction qu'on va appeler pour calculer, il faut lui effacer ses erreurs résiduelles. Et après, la fonction MQL4 est un peu plus simple au niveau paramétrage. Je vous montre de suite. Vous voyez là, on a uniquement le nom du marché, la commande qu'on veut envoyer, donc achat ou vente, et puis le volume, c'est tout. Donc là, je rentre le nom du marché, le sens, je mets soit une opération achat ou vente, et puis la taille de lot qu'on a demandé. Et le résultat ira dans la marge restante avec la variable locale qu'on a fait ici. Après, pour faire le message, c'est très très simple. Et j'ai trouvé dans les modes d'emploi en ligne une petite subtilité. C'est qu'en fait, je teste bien sûr la marge restante. Si c'est inférieur à 0, c'est pas bon du tout. Et puis, il y a aussi moyen d'avoir une erreur qui s'appelle pas assez d'argent. Donc du coup, je l'ai mis aussi dans cette condition-là. Et donc, si jamais ces conditions arrivent, à ce moment-là, on fait le warning avec toujours l'entête. La marge libre qui est trop faible, je récupère la marge libre évidemment ici. Et là, par contre, pour dire ce qui est nécessaire, je fais la soustraction de la marge libre moins la marge restante.
c'est vraiment ce qui nous sert, enfin ce qui devrait être disponible pour pouvoir faire la position. Voilà, c'est juste ce petit calcul qui est différent entre MT5 et MT4. Et bien sûr, je retourne faux, ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir l'ordre théoriquement. Voilà, et puis bien sûr, à la fin, donc on a fini le traitement MQL4. Et puis si on n'est pas sorti avec un retour faux pour dire que c'est une erreur, en fait, on peut ouvrir la position. Donc maintenant, une petite modification beaucoup plus courte, c'est quand on coupe une position par le robot. Moi, ce qui me manquait, c'est l'information du résultat de la position. On coupe, c'est bien, mais je veux l'information de combien j'ai gagné ou combien j'ai perdu. Donc là, on va aller dans la fonction qui s'appelle ferme position. Et tout simplement, ici, donc avant d'effacer le ticket, quand j'ai réussi effectivement à fermer la position, ici, je vais appeler la fonction de monnaie qui permet de calculer le résultat d'un ticket fermé. Donc je lui rends toujours la stratégie et les paramètres de la détection parce que ça va me servir pour faire les logs. Voilà, donc ça, et cette ligne-là, je vais la mettre aussi pour MT4 avant. Alors faites gaffe, hein, vraiment vous faites ça avant, parce que sinon ça ne marchera pas bien. Avant d'effacer le numéro de ticket, en fait vous appelez le résultat du ticket fermé. Comme ça marchera, il le trouvera et ça fera le bilan. Allez, on reste toujours dans le courtier, mais on va maintenant dans les ordres buy et ordre sell d'ailleurs. Maintenant, on va enrichir un peu le contrôle, surtout pour MT5. Donc déjà, ici dans les entrées, on va ajouter le ticket. Alors vous pouvez faire la même chose hein, dans le ordre buy et ordre sell en parallèle, parce que les deux sont pareils. Mais bon, on va faire pour l'instant que l'ordre buy. Hein. Donc là, je ajoute une valeur qui est le nom du ticket. Faites gaffe ici, j'ai mis du int. Peut-être une bêtise qu'en fait MQL5 lui travaille en long et MQL4 en int. Il vaut mieux plus que moins, on aurait pu mettre long ici. Ici pour MQL5, on a donc le trade request qui est la demande d'ouverture d'ordre, le trade result qui est le résultat et on rajoute aussi le trade check result qui va nous permettre de contrôler les paramètres avant d'envoyer au courtier. Donc là, on efface tous les records, du coup je fais aussi le L-check, bien sûr, je l'efface. Et après avoir fait tout ce remplissage des attributs ici, là on va travailler et on va changer tous ces contrôles des erreurs ici. Alors, je vais tout écraser, hein, même si on pourrait faire, mais non, je vais tout écraser, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Je vire tout ça. Je vais déjà commencer par faire le check. Je vais contrôler si les paramètres sont corrects. Donc là, je passe toute la demande qu'on a préparée avant et je récupère l'information dans le check. Si jamais c'est pas bon ici, là, je vais déclencher une erreur. Alors, on aurait pu utiliser le error code, dans lequel on récupère automatiquement le getLastError. Mais j'ai trouvé que le message est beaucoup trop laconique. Ça donnait en fait juste le titre de l'erreur sans savoir quelle était la fonction qui avait généré ce code d'erreur. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que je mets ici le nom de la fonction qui déclenche l'erreur. Et ici, je convertis d'une part le numéro de l'erreur qui est généré par la commande et le numéro de retour du contrôle, qui sont deux numéros différents avec des informations différentes. Et j'ai vu aussi qu'on pouvait avoir des commentaires, donc des descriptions qui pouvaient ajouter en plus de la clarté sur le message d'erreur. Et bien sûr, après le nom de la fonction. Voilà, ça c'est un truc qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations quand l'ordre ne passera pas. Ensuite, et c'est seulement après, où on peut faire l'envoi de l'ordre. Donc de nouveau, j'efface les erreurs résiduelles, j'envoie l'ordre vraiment vers le courtier. Pareil, j'envoie la même demande, hein, puisqu'en fait elle a été validée. Et là, je reçois le résultat. Alors, pas le résultat du contrôle, le résultat. Et si ça ne marche pas, pareil, je refais une erreur avec le nom de la fonction qui a déclenché l'erreur, avec aussi la conversion du getLastError en chaîne de caractères pour pouvoir avoir un truc beaucoup plus cohérent. Et ensuite, je vais récupérer l'information qui nous revient de l'ordre. Donc je vais récupérer carrément dans le résultat le numéro de la négociation. Et si c'est à 0, ça veut dire que ça n'a pas été accepté. Pareil, je refais une erreur avec carrément l'information comme quoi l'ordre n'a pas été accepté. Et pareil, je récupère le code de retour dans le résultat pour le convertir en code et en texte beaucoup plus parlant. Là, on a vraiment trois étapes très particulières pour MT5. Et donc, j'ai vraiment voulu découper parce que comme ça, on aura plus d'informations quand on fera du debug. Alors bien sûr, si on n'a pas eu d'erreur ici, si on n'a pas eu d'erreur là et qu'on n'a pas eu d'erreur là, forcément après, je récupère dans le ticket le numéro d'ordre qui est en fait le ticket de la position qui a été ouverte et puis
dans la stratégie, j'enregistre ce ticket dans la stratégie bien sûr qui va avec la détection. Alors comme le ticket, je l'ai déclaré ici, généralement pour toute la fonction, dans MQL4, j'avais déjà un ticket ici, donc je le vire, ça va faire un doublon au niveau de la déclaration. Voilà, et puis ce qu'on a fait juste au-dessus, d'ailleurs je pourrais le récupérer, parce que là, tout ça, là, vous faites du copier-coller, donc après le magic, là, tout ça, vous récupérez, vous allez dans le ordre cell, et juste après le magic, ici, vous contrôlez tout ça, et vous effacez, voilà, vous remplacez le code. Donc après, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Au-dessus, ici, on a le ticket qu'on va rajouter. Donc je rajoute le ticket ici. Pareil, ici, les variables et les init, c'est ce qu'on avait vu dans la fonction d'avant. Donc là, vraiment, c'est du copier-coller, il n'y a aucun problème. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Voilà, dans MQL5, c'est bon. Et MQL4, on vire la déclaration du ticket, sinon ça sera doublon. Voilà, c'est tout. Alors, je vous le remontre, hein, mais grosso modo, donc vous avez une variable en plus, ici, le check, qu'on efface évidemment avant. Et ici, vous avez 3 étapes. Contrôle des erreurs dans le paramétrage, envoi de l'ordre avec contrôle des erreurs ici, et puis contrôle du résultat de l'ordre qui a été envoyé vers le courtier. Alors, un autre petit sujet, on va dans les fonctions ordre by et ordre sell à la fin, en fait, tout à la fin. Voilà, quand on a fini tout ça et qu'on a ouvert donc un ordre, puisqu'en fait, arrivé à ce niveau-là, on sait que l'ordre a été ouvert, ben, on va rajouter une petite information dans les logs, qui est une information uniquement, dans lequel on va enfin utiliser l'entête qu'on a créée. Et là, je vais dire quel est le numéro du ticket qui a été ouvert. Parce que jusqu'à présent, dans tous les logs que l'on fait dans le robot, on ne parle que d'un numéro de détection. C'est bien beau ça, mais détection c'est pur appartenant au robot. Nous ce qu'on veut en fait, c'est indiquer ce qui se passe sur le marché. Et sur le marché, on n'a pas de numéro de détection, on a un numéro de position. Donc c'est l'occasion rêvée de le mettre. Donc là je le mets ici à la fin de la partie ordre by et à la fin aussi de l'ordre sell, puisque c'est la même information qu'on va véhiculer. Bon, maintenant, voilà une correction qui est très importante, c'est le calcul des résultats des positions. Là, ça marche pas. Sur MT5, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Donc, on va descendre dans Résultats ticket fermé, qui est ici. Alors là, on a plusieurs choses. Vous voyez ici, dans la partie MT5, ce que l'on fait, c'est qu'on va chercher... j'ai fait comme sur MT4. Je cherche le deal qui est en relation avec la position, avec le numéro de ticket, et je considère que c'est là et que je récupère toutes les données. Ça marche bien pour MT4, mais pas du tout pour MT5. Parce que MT4, lui, il a une information qui globalise tout ce qui concerne la position, donc le numéro de ticket, alors que MT5, lui, il enregistre chaque activité qui a été faite sur la position, sur le ticket. Donc il a le deal pour l'ouverture, pour les modifications, pour la clôture, etc., etc. Première chose ici, avant de faire l'history deal total qui récupère l'intégralité de toutes les négociations, donc de toutes les opérations qu'on a faites sur la plateforme avec le courtier, on va déjà faire un filtre. On va rajouter juste avant une petite commande qui va juste filtrer par rapport au numéro de ticket. Et ça va être beaucoup plus facile après si on a beaucoup d'activités pour ne lire que les activités qui nous intéressent, qui sont en relation avec le ticket. Ensuite, ça ne change rien, je décale juste un petit peu. Ici, ça va changer. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas à chercher les deals qui correspondent au ticket, vu que je l'ai filtré juste avant. Tout ce qui va être dans la boucle correspond à toutes les opérations du ticket. Donc première chose que je fais, en fait ça c'est obligatoire, on doit récupérer l'historique d'un ticket, donc deal par deal, et ensuite pour chaque négociation qu'il y a eu, je vais additionner dans le profit. Donc je vais récupérer les possibles commissions qu'on peut avoir, les swaps aussi, bien sûr les profits positifs ou négatifs, et pour finir les frais que l'on pourrait être susceptible de payer au courtier. Voilà, ça c'est l'information. Donc vous voyez, c'est très différent parce que avant on avait toujours un résultat égal à 0. Maintenant on a vraiment l'ensemble de toutes les négociations qu'on fait sur le ticket. Ça marchera beaucoup mieux. Et comme j'ai fait ça sur MT5 avec toutes les différentes types de frais qu'on pourrait avoir ou gains qu'on pourrait avoir,
Je me suis rendu compte que pour MT4, j'avais été un peu rapide, je ne prenais que les profits. Donc là, pareil, je vais ajouter les commissions, les swaps et les profits, donc les trois choses. Il n'existe pas d'informations sur les frais, donc ça sera pris à mon avis dans les commissions ou dans les swaps. Donc là, on va voir un petit sujet qui correspond au résultat journalier. Je me suis rendu compte que quand on fermait une position, on avait le résultat de la position, aussi bien en monnaie qu'en pourcentage, mais moi je pense qu'il manque le résultat de la journée de trading. C'est toujours bien d'avoir une vision un peu plus globale plutôt que des petits résultats de chaque position. Pour ça, ça va se faire en deux étapes. La première, ce qu'on va faire là, on va aller dans monnaie et on va créer en fait cet enregistrement du résultat de la journée. Et après, on verra dans les logs, on va ajouter l'inclusion du résultat journalier à chaque fois qu'on va finir une journée. Pour l'instant, on va dans monnaie. Voilà, donc monnaie. Alors, on va, pour commencer, rajouter dans les variables locales. Donc, on a différentes choses. On a différents résultats ici qui sont effectivement des OKKO, résultats du jour hebdo, mais je préfère pas prendre celui-ci. Donc, pour pas mélanger, je rajoute une variable ici qui est le résultat journalier, qui sera en pourcentage, c'est très important. Maintenant qu'on a ajouté cette variable, on va ajouter aussi dans les fonctions publiques, dans les get ici, une information, en fait une fonction plutôt, pour récupérer ce résultat journalier. Pour bien le voir, voilà, je vous le mets comme ça en séparé. Donc ça, c'est une fonction qu'on rajoute. Alors ensuite, on descend, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans la config, puisqu'on a une nouvelle variable, on va forcément l'initialiser. Donc là, je mets égal à 0 par défaut. Et dans les fonctions, alors cyclique, on laisse comme ça, calcul taille de l'eau, ça bouge pas, ticket en cours, ça bouge pas, résultat fermé, alors avant cette fonction-là, c'est là où je vais rajouter la petite fonction qui va extraire le résultat de la journée. Alors, cette fonction est particulière, parce que j'ai essayé, alors en off, j'avais essayé différentes solutions, mais à chaque fois ça devenait compliqué. Là, en fait, ce résultat journalier, quand on appelle la fonction getRésultat journalier, ça récupère le résultat de la journée et ça le remet à 0. Ça réinitialise le résultat de la journée automatiquement. Voilà, c'est une façon de faire une pierre deux coups, et ça va éviter pas mal de galères. Donc là, comme je vais sortir le résultat, mais que je vais l'effacer aussi, je vais m'ajouter déjà une variable locale qui va me permettre d'extraire le résultat journalier. Et là, je vous le mets en bloc. Voilà ce qu'on fait. Dans la variable locale, je mémorise le résultat de la journée. Juste après, je le mets à 0. Et ici, dans la variable locale qui m'a permis de mémoriser le résultat journalier avant que je le remette à 0, en fait, c'est lui que je sors. Ensuite, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment mettre à jour ce résultat journalier. Le résultat journalier, le seul moment où on peut s'en préoccuper, c'est quand on récupère des résultats d'un ticket qui a été fermé. Donc là, on va dans cette fonction-là, on va tout à la fin, et tout à la fin, on a cette petite truc-là, cette petite sortie de savoir si on a fermé en gain ou en perte. Je vais tout péter, tout simplement. Voilà, toute cette partie-là, je vais tout péter. Déjà, vous savez quand maintenant on gère les logs avec des en-têtes. Donc je vais créer l'en-tête. Alors je vous laisse ce qui était avant, comme ça vous aurez toujours le modèle, mais de toute façon, ce qu'on a en dessous, là on va le virer. Donc ici, je construis l'en-tête. Donc j'appelle la fameuse fonction log opération, dans laquelle je rentre la stratégie, le numéro de la détection et le marché concerné. Après, je vais calculer le résultat, la progression qu'on a eu grâce à cette position fermée. Donc là, je vais commencer à prendre la balance, donc en fait le montant qu'on a sur le compte. Et avec ça, et le résultat donc qu'on a eu, le profit ou la perte de cette position, je vais calculer la progression. C'est un petit calcul très très simple avec un pourcentage. Ensuite, au lieu de faire le if supérieur égal et tout ça inférieur, avec le texte qui est quasiment pareil, sauf ici un gain et un perte, je me suis amusé à faire un petit truc très rapide avec un petit texte qui contient fermeture en gain ou fermeture en perte suivant si on est supérieur ou égal à 0 ou bien inférieur. Ensuite, c'est là où je remplace ce qui est en dessous. D'ailleurs, je vais le remplacer maintenant. C'est qu'au lieu de faire ce if et tout ça, je fais carrément le log information dans lequel je récupère l'en-tête, je mets à la suite le texte ici, fermeture en gain ou en perte, et puis je mets bien sûr le profit, et surtout je mets entre parenthèses, en pourcentage, la progression qu'on a calculée ici. Donc juste après ici, je vais mémoriser le résultat. J'ai mis il est, mais c'est le résultat. C'est qu'en fait ici, dans résultat journalier, alors vous voyez c'est plus égal, c'est qu'en fait ça veut dire que c'est résultat journalier, c'est égal au résultat journalier plus la progression, qui sera en plus ou moins, vu si on est en gain ou en perte. Ça va nous permettre d'avoir une mise à jour du résultat journalier de façon
régulière à chaque fois qu'une position sera fermée. On a la fonction qui va le récupérer, et ça on verra tout à l'heure dans les logs comment on le récupère. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Dans Monnaie, c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors bien sûr, quand même, avant de partir de ce chapitre, ici on a utilisé une variable locale, l'entête, ici la balance, ici la progression et le texte. On va peut-être les créer comme ça évitera les erreurs. Donc ici à la fin les variables locales. Voilà, donc ça, comme ça, on a toutes les variables locales ici, qu'on n'a pas à initialiser, vu que de toute façon elles sont carrément ici renseignées sans condition. Voilà, il n'y a pas de problème, tout est utilisé et ça fonctionne. Alors la suite logique maintenant qu'on a sur résultat journalier, c'est on va l'insérer dans les logs à chaque fois qu'une journée sera terminée. Pour ça, donc j'ouvre les logs évidemment. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, vous voyez, je vais descendre un petit peu dans les différentes fonctions. Et dans les fonctions privées, on a fermeture, la fameuse fonction fermeture. Quand appelons-nous cette fonction fermeture? À deux moments particuliers. Quand on arrête le robot, quand on ferme le marché et que le robot est dessus, c'est la fin de la journée, quelque part, c'est la fin du trading, et à chaque fois qu'il y a une fin de journée repérée par les logs. Donc c'est vraiment le moment intéressant pour savoir quand capter le résultat de la journée et le mettre dans le fichier des logs. Alors pour y aller, je fais ça, CTRL F, ça va directement dessus. Voilà. Alors aujourd'hui, elle est très simple cette fonction fermeture. Vu qu'on regarde si le handle, donc si le fichier est déjà ouvert, et s'il est ouvert, on le ferme. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'avant de fermer le fichier, on va récupérer le résultat journalier et on va l'écrire en faisant croire que c'est la dernière information de la journée. Comment je fais ça? C'est très simple. Voilà, je vous le mets directement ici. Déjà ici, je crée une variable locale qui est du texte. Et dans ce texte-là, je vais faire comme si c'était un log. Donc, je mets le tag information, c'est bien une information. Je mets le séparateur. Ensuite, je mets l'heure, je m'en fous de l'heure quelque part. Je lui dis que c'est 23h59. C'est la fin de la journée et vraiment on est au bout de la journée. Ensuite, je mets le séparateur. Donc pour l'instant, on est vraiment formaté comme un log. Ensuite, je mets le texte qui est bilan journalier. Je mets un séparateur. Et ensuite, je récupère la fameuse fonction getRésultat journalier, qui est dans Monnaie, qu'on a créé juste avant. Je le convertis en string parce que c'est une valeur flottante, donc du coup je fais un double toString. Je mets 3 digits et je mets le % derrière. Et ça, j'écris dans le fichier qui est encore ouvert pour l'instant. Et juste après, je ferme le fichier. Ça veut dire qu'à la fin de chaque fichier des logs, j'aurai directement le résultat de ma journée. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc vous avez cette variable ici à ajouter et ce petit traitement avec le file write ici qui est ajouté, sinon vous ne l'aurez jamais. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour cette fonction. On va finir par un blocage MT5 qui interdisait en fait le fonctionnement quand on était en backtest. Peut-être aussi que ça bloquait quand on était en réel, donc j'ai préféré corriger de suite. Donc là on va dans stratégie et on va directement dans la fonction détection, qui est ici, dans lequel on fait tout un blabla, et aussi on a ce premier contrôle ici. Là. Le contrôle pour vérifier qu'on a bien les indicateurs qui sont correctement renseignés avant d'aller plus loin. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche pas. Donc, et puis ça, en plus, ça ne pose aucun problème si on le retire. Donc tout ça là, on le retire. Pourquoi? Parce que ici, on fait l'acquisition des valeurs d'indicateurs qui nous intéressent. Si jamais ça marche pas, on a déjà une protection. Donc c'est pas la peine de faire une surprotection en plus qui, a priori, ne marche pas en backtest. Donc j'ai viré tout ça et ça marche beaucoup mieux. Ensuite, pour finir, un dernier point. Quand j'ai fait les backtests et quand j'ai utilisé un peu le robot, j'ai repéré deux choses qui manquaient. La première chose, c'est que si jamais vous avez oublié de créer le fichier param, le robot, il marche, mais il ne démarrera jamais. S'il n'y a pas le fichier param, le robot ne sert à rien et ne fera rien. Ça, maintenant, je veux le repérer et je veux définir ça comme étant une erreur critique. Ensuite, quand j'ai fait les backtests, surtout sur MT5, je ne savais pas réellement où le logiciel allait chercher les paramètres. Donc du coup, je me suis dit, mais tant qu'à faire, quand je suis sur le marché, j'ai ma petite affichage dès que je lance le robot, très bien. Mais quand je suis en backtest, j'ai pas cet affichage. Donc j'ai aucun moyen de savoir dans quel répertoire les logs vont être inscrits et dans quel répertoire il va chercher les paramètres. Donc on va voir ces deux petites solutions, vous allez voir c'est pas grand chose. Pour commencer, j'ouvre Darwin. Alors dans Darwin, on va mettre l'information des répertoires, je descends dans les fonctions, voilà ici. Dans validation contexte, c'est là où on affiche à l'écran le nom des répertoires et tout ça. Et bien là, juste avant ici,
je vais faire des prints, ce qui fait que ça va inscrire directement les informations dans les logs de la plateforme. Et on a juste ça à faire. Juste le print avec donc le folder des logs et le nom de fichier des paramètres. Et comme ça, vraiment, on fera des backtests après, mais dans les logs de la plateforme, que vous fassiez du backtest ou vous le lanciez sur la plateforme sur un marché, vous aurez directement dans les logs les noms des répertoires. Ça va vous éviter des questions, à savoir pourquoi mes paramètres sont pas lus, pourquoi je me suis gouré, pourquoi c'est pas renseigné, pourquoi, etc. Où trouver mes logs. Vous l'aurez directement inscrit. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, la fameuse question de l'absence du fichier des paramètres. Pour ça, on va dans paramètres ici. Ça, on est dans paramètres. Comment je peux savoir que le fichier des paramètres a été lu? La seule information que j'ai, c'est en prenant date de modification. Parce que date de modification, c'est bien la date de modification du fichier des paramètres. Je vais lire la date de modification de ce fichier. Si je ne l'ai pas vu, la date de modification sera à 0, il ne sera jamais lu. Je vais dans les fonctions publiques, ici, et on va faire une petite fonction qu'on va mettre ici par exemple. On va faire une fonction qu'on appelle paramètre lu. Il va sortir un booléen, donc c'est vrai ou faux. Et l'information, c'est simple, c'est est-ce que la date de modification est différente de 0? Si c'est différent de 0, ça veut dire que les paramètres ont été lus. Que ça a à faire? Et ça va nous servir, on va le mettre dans Darwin. Dans Darwin, la grande question, c'est comment faire pour savoir dès le début, là, dans le onInit, si les paramètres sont lus, puisqu'en fait, les lectures des paramètres n'est pas faite. Elle est faite dans, et ça je vais vous le montrer, elle est faite ici, dans les traitements réguliers, que l'on appelle dans le onTimer et le onTick. Car effectivement, dans le traitement régulier, on a plus bas, ici, voilà, on regarde, est-ce que le param cyclique donne une information comme quoi on a lu les paramètres, et si oui, j'extrais les paramètres. Tout ça, là, c'est très intéressant. Mais ça ne veut pas forcément dire que cette fonction nous retourne l'information si les paramètres ont été lus ou pas. Donc l'idée que j'ai eue, c'est dans le traitement régulier, on va appeler cette fonction dans le onInit. Mais ça ne fera rien de particulier. Ce qu'il nous faut, c'est l'information à savoir si les paramètres sont lus. Donc on va changer ici la valeur de sortie de la fonction. On va mettre un booléen, on va nous sortir vrai ou faux si les paramètres sont lus ou pas. Donc la valeur en sortie, maintenant c'est vrai si les traitements n'ont pas d'erreur bloquante. Je suis beaucoup plus généraliste parce que peut-être qu'un jour, on aura besoin d'avoir une information plus sur autre chose. Pour l'instant, je vais tester uniquement savoir si le param.dta a été lu, mais on pourrait mettre d'autres conditions qui sont bloquantes aussi. Et tout à la fin, après le strat nettoie détection, ici, je vais retourner, je vous le mets un peu plus haut, je vais retourner l'information des paramètres lus au moins une fois, parce que c'est une situation qui est bloquante. Donc je retourne ici une valeur qui sort tout simplement de la fonction paramètre lu qu'on a créée dans les paramètres. Et maintenant qu'on a cette fonction traitement régulier qui nous sort un résultat bloquant ou pas bloquant, on va le mettre dans le onInit. Alors on est dans le onInit où on fait toutes les configs. Tout à la fin, et juste après, on va tester, on va appeler traitement régulier. Comme ça, on va déjà faire une première boucle de lecture du fichier param.dta. Et si c'est différent de vrai, c'est pour ça qu'on a un petit point d'exclamation qui veut dire égal faux. À ce moment-là, je vais créer une alerte, donc carrément un message qui sera dans les logs de la plateforme, qui dit l'absence du fichier param.dta, l'exécution est impossible. On fait aussi un log, et puis on retourne aussi init fail, on ne peut pas utiliser le robot. Ça va vous aider parce que si vous vous gourez à l'endroit où vous mettez votre fichier param.dta, au moins vous saurez que le robot ne l'a pas lu. Et ça m'est arrivé quand j'ai fait les premiers backtests, je comprenais pas, le robot il marchait pas, et après je me suis rendu compte qu'effectivement, le param.dta, je l'avais pas mis dans le bon répertoire. Oui. Bref, maintenant, avec ça, on le saura. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est quand même pas mal. Alors, je compile, sur MT4 ça compile, là je vais synchroniser entre MT4 et MT5, donc je fais ça, je fais Go, donc il va tout copier sur MT5, très bien, voilà, c'est fini. Et dans MT5, j'ai plus qu'à compiler et ça se passe bien, nickel. Voilà, donc maintenant, là, ce que l'on a, c'est qu'on a un code qui est identique entre MT4 et MT5. La prochaine fois, on va faire des backtests un peu plus précis, on va vérifier chaque chose. Ça marchera beaucoup mieux. Je vous ferai aussi un petit mode d'emploi pour ceux qui téléchargent les sources. Il y aura un mode d'emploi qui sera intégré, donc il n'y a pas de problème. Et puis je vous montrerai d'autres bricoles aussi. Bon voilà, la grande séance de correction est terminée. Alors vous voyez, il y en a beaucoup. J'ai vraiment voulu découper en petits bouts, ce qui fait que la vidéo fait encore plus d'1 heure, je suis désolé. Maintenant, l'application telle qu'elle est aujourd'hui, celle que vous avez maintenant, elle est vraiment
complète à mon avis. Je vais refaire des backtests. La prochaine vidéo, ça sera la dernière sur le robot, hein, je pense. Je vais refaire plein de backtests. Je vais vous montrer comment j'analyse les logs, comment je fais encore les backtests pour vraiment être sûr d'avoir un truc complet. La vidéo, la prochaine, sera vraiment assez courte normalement. Ça sera juste une démonstration des logs avec différentes actions. Je pense pas que je vais refaire tourner le robot sur le marché parce que il n'y a pas d'apport particulier. Donc maintenant le robot, bah écoutez, il est à vous. Vous avez tout, vous pouvez maintenant rajouter votre stratégie. Je vais peut-être faire d'autres vidéos qui seront en parallèle pour expliquer comment peut-être utiliser un indicateur extérieur, comment faire 2-3 bricoles, mais franchement, ça sera plus vraiment lié au développement de ce robot. Ça sera plutôt des astuces de développement qui seront sur tel ou tel sujet. Donc je vous rappelle que vous avez mon site internet, les liens sont en description, dans lequel vous trouverez tous les sources, si vraiment vous voulez pas vous taper tous les vidéos à recopier ligne à ligne. Donc tout est disponible, ça inclut les corrections, c'est très important. Vous avez du coaching pour le développement, vous avez aussi mes liens vers Darwinex 0, j'ai un partenariat avec eux, donc il y a des réductions sur les abonnements pour les premiers mois. Si vous voulez tester la stratégie que vous allez faire avec le robot sur Darwinex 0, allez-y, c'est un moyen de commencer sans risquer son propre argent. À part l'abonnement, mais comme vous avez une réduction, vous êtes gagnant quand même. En tout cas maintenant, bah écoutez, moi je vous laisse liker la vidéo, celle-là elle m'a vraiment fait chier, elle m'a paru une bonne semaine pour la tourner. Vous pouvez donc lever le pouce, même 2 pouces si vous pouvez, et puis l'objectif c'est de 10 000 abonnés, donc au boulot les gars, hein. Allez, à très bientôt.